Voilà, Monsieur Gilbert, donc vous êtes professeur en écologie à l'UMR Chrono-Environnement de l'Université de Franche-Comté. Et vous allez nous en dire plus sur les enjeux dans les zones humides. C'est un milieu qu'on oublie souvent et pourtant ô combien important et qui nous rend beaucoup de services. Donc, on vous écoute. Bonjour à tous. Moi, effectivement, je vais vous parler de ces milieux un peu particuliers que sont les zones humides et notamment les zones humides qui accumulent beaucoup de carbone, qu'on appelle les tourbières. Alors, c'est laquelle ? Donc, ces zones humides, finalement, elles sont caractérisées par le fait que ce sont des milieux où on a une stagnation de l'eau, en général parce qu'on a une dépression, et cette stagnation, en fait que la décomposition de la matière organique par les microbes, qui sont essentiellement des bactéries et des champignons, cette décomposition, elle est limitée parce que le milieu manque d'oxygène à cause de la présence de l'eau. Et donc, la matière organique qui d'habitude se décompose assez rapidement en surface a tendance à se décomposer de façon beaucoup plus lente. Et ça conduit à une accumulation de carbone. Alors, cette accumulation de carbone, elle est assez variable en fait. On a vu tout à l'heure les chiffres que montrait David, et on voit que les zones humides sont des sols qui vont stocker en surface autour de 150 tonnes de carbone à l'hectare, donc ce qui est beaucoup plus que les sols cultivés qu'on vient de voir, mais qui reste encore limité. Et on va voir que pour les tourbières, qui sont des zones humides un peu particulières, cette accumulation, elle est beaucoup plus rapide. Alors, comment fonctionne une zone humide et une tourbière en général ? En fait, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, de la photosynthèse, c'est-à-dire que les plantes qui sont en général dans les tourbières acides, qui sont des sphènes, des mousses, mais ça peut être dans les tourbières basiques, ça peut être d'autres plantes, des joncs, des cyrpes, qui vont accumuler donc du carbone par photosynthèse. Et dans un cycle normal, la majeure partie de cette matière organique fixée va repartir dans l'atmosphère, décomposée et respirée par les microbes. Mais dans un système de zone humide, on a une accumulation. Et quand on a une tourbière, cette accumulation, elle est relativement importante puisqu'on a 10% de la production primaire, de la photosynthèse, qui va se retrouver sous forme de cette matière que vous connaissez bien parce que c'est celle que vous mettez dans vos pots de fleurs, qu'on appelle la tourbe. Et on va donc avoir une accumulation d'environ 300 kg de carbone par hectare et par an qui vont donc rentrer sous forme de tourbe dans les tourbières. Alors, dans la plupart des zones humides, ce sera beaucoup moins, mais dans ces systèmes de tourbières, c'est à peu près 300 kg de carbone par hectare et par an. Alors évidemment, ce n'est pas gigantesque, mais à la surface de la Terre, ça représente des stocks importants, tout simplement parce que l'accumulation se produit pendant des milliers d'années. À la surface des terres émergées, les tourbières représentent seulement 3%. En France, c'est beaucoup moins, c'est autour de 0,2%. Mais ces tourbières vont stocker 300 à 500 gigatonnes de carbone, ce qui nous donne, sur une toute petite surface, un petit tiers du carbone total des sols mondiaux. Et ça représente donc 35 à 50% du carbone qui se trouve dans l'atmosphère. Donc on voit qu'il y a là un enjeu très très fort, puisque sur seulement 3% de la surface, on a des stocks absolument gigantesques. Tout à l'heure, on parlait de 150 tonnes en surface pour les zones humides. Pour une tourbière, on atteint sans problème les 2000 tonnes. Donc vous voyez qu'on est sur des rapports qui sont 10 fois plus importants que sur les zones humides classiques, et on est sur du 200 fois plus important que sur des sols cultivés. Pourquoi ? Parce que simplement, on a plusieurs mètres de matière organique qui sont accumulés. Alors finalement, la priorité, c'est quoi pour ces tourbières ? Ça pourrait être de les préserver simplement pour qu'elles accumulent du carbone. Mais en réalité, c'est plus complexe parce que ces zones humides, elles ont une caractéristique, alors que ce soit les zones humides tourbeuses ou les autres, y compris des zones par exemple comme les rizières, eh bien ce sont des milieux qui laissent échapper du méthane pour un processus microbiologique qui se produit dans ces zones en l'absence d'oxygène. On a production de méthane. Et en réalité, si on compare la quantité de CO2 qui rentre dans la tourbière et la quantité de méthane qui sort,
du point de vue purement climatique à l'échelle à très court terme, en réalité, les tourbières agissent peu ou pas du tout sur les changements climatiques. Donc, on pourrait penser que les tourbières vont refroidir le climat puisqu'elles fixent du carbone, mais ce n'est pas vrai à court terme, car en même temps, elles rejettent du méthane, qui lui a un pouvoir réchauffant très très fort, et par conséquent, c'est en équilibre. Et donc la question du changement climatique et des tourbières ne se trouve pas tellement dans la fixation actuelle du carbone, mais se trouve dans le stock qui est déjà conservé. Vous avez une carotte ici qu'on avait prélevée en Sibérie, on voit très bien sur la photo, à gauche, on voit très bien qu'on a une quantité de matière organique qui est phénoménale. Ça, c'est une carotte qui devait faire environ 1,50 m, mais dans ces milieux-là, on peut faire des carottes qui font 5 mètres et qui ne sont composées que de matière organique ou quasiment que de matière organique. Donc finalement, si on veut limiter le réchauffement, la première chose à faire, c'est déjà d'empêcher que tout ce carbone que vous voyez accumulé sur la photo de gauche reparte dans l'atmosphère. Donc finalement, la question qui va se poser dans notre pays, où les tourbières et les zones humides en général ont été en grande partie dégradées, voire détruites, la question c'est vraiment comment on peut faire pour empêcher que cette tourbe reparte dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et la deuxième chose qu'il faut dire, parce qu'elle est très importante, c'est que plus on agit sur des tourbières qui sont abîmées, et plus on a des chances de conserver du carbone. Alors, à l'échelle mondiale, ça a été bien compris, et les grands symposiums, les grandes recommandations qui sont faites par exemple, la FAO, c'est absolument d'aller travailler différemment sur les sols tourbeux et d'essayer de protéger ces milieux pour empêcher que les stocks qui sont là repartent dans l'atmosphère. On a vu tout à l'heure que c'est quand même pratiquement 50% du carbone dans les tourbières par rapport à ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc on voit très bien qu'on risque de dégrader ces milieux-là. Alors, comment on peut faire pour protéger ces zones humides ou ces tourbières? On voit qu'à l'origine, on a par exemple une tourbière intacte, et puis on a une tourbière qui a été dégradée ou une tourbière qui a été très dégradée. Deux solutions. La première solution, la tourbière est dégradée, et deuxième solution, la tourbière est très dégradée. Quand on parle de tourbière intacte, évidemment, l'intérêt, c'est de protéger ces tourbières, c'est-à-dire on ne fait rien de spécial, simplement on va empêcher que, par exemple, il y ait des activités agricoles qui se produisent sur la tourbière. C'est pareil pour la zone humide, hein. Il faut empêcher d'avoir des activités agricoles, par exemple, très dégradantes sur ces zones humides. Si on a une tourbière qui est dégradée, ça veut dire qu'elle a été abîmée, mais pas trop. Et ça, c'est le cas d'un certain nombre de tourbières en France. Ces tourbières, on va procéder à une restauration par des techniques de remise en eau. Et ça va donner une tourbière restaurée, c'est-à-dire une tourbière qui va se remettre à fonctionner comme une tourbière classique et qui arrêtera d'émettre en fait des grandes quantités de carbone. Si la tourbière est très dégradée, c'est-à-dire par exemple si on l'a labourée, si on l'a drainée, labourée, qu'on a planté dessus des prairies, voire du maïs, alors on ne pourra pas ou très difficilement revenir à une tourbière d'origine ou à une zone humide d'origine. Et donc là, il faut réhabiliter. Réhabiliter, ça veut dire remettre en eau, protéger. On ne retourne pas à un milieu d'origine, mais par contre, du point de vue du carbone notamment, on va stabiliser le carbone qui est fixé dans la tourbière. Donc voilà ce que ça donne du point de vue de photographie pour bien voir ce que ça représente. On voit en haut une tourbière à sphaigne, et puis en cas de tourbière dégradée, on a enlevé complètement la végétation, mais si on remet en eau, on voit très bien sur la diapo en bas à gauche que les mousses arrivent à recoloniser le milieu, tout simplement parce que le milieu a été pas suffisamment dégradé pour que la végétation puisse pas revenir. Par contre, quand on a le milieu à droite en bas, où là on a vraiment abîmé très fortement la tourbière, on va retrouver une zone humide classique avec par exemple des phragmites ou des roseaux, des choses comme ça qui vont pouvoir revenir. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est, puisque nous on essaye de faire des calculs derrière tout ça, c'est de voir qu'est-ce qu'on gagne à protéger une tourbière, qu'est-ce qu'on gagne à la restaurer, qu'est-ce qu'on gagne à la réhabiliter. Ici, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a comme bilan lorsqu'on restaure une tourbière, quand on protège un milieu? Alors, une tourbière, je vous ai dit, c'est à peu près
en général autour de 2000 tonnes parce que les tourbières font autour de 2 mètres, 3 mètres de profondeur. En réalité, pour 1 mètre de tourbière, on a 700 tonnes de carbone en équivalent qui sont fixées dans la tourbière. Donc par hectare, c'est énorme, hein, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tous les autres systèmes. Et donc, si on a une tourbière de 10 mètres, ce qui peut arriver, on aurait 7000 tonnes de carbone qui seraient fixées dans la tourbière. Alors, si on part d'une tourbière, si on regarde le petit tableau que je vous ai mis, je vais traduire parce que c'est de l'anglais, mais si on part d'une tourbière qui est peu abîmée pour produire une tourbière qui est restaurée, qui fonctionne de nouveau, on va gagner à peu près 5 tonnes de carbone par hectare et par an. Si vous avez vu les chiffres sur les présentations tout à l'heure, c'est déjà énorme, hein. C'est déjà une fixation de carbone qui est énorme par hectare. Et ce qui est très intéressant, c'est que on protège, on gagne 5 tonnes la première année, mais toutes les années qui vont suivre, on évitera 5 tonnes supplémentaires. Si on va sur des tourbières qui sont relativement perturbées, qui ont été transformées par exemple en prairies et qui sont remises ensuite, retransformées en tourbières qui fonctionnent plus ou moins, on peut gagner jusqu'à 20 tonnes et parfois jusqu'à 30 tonnes de carbone par hectare et par an. Donc on voit bien que plus une tourbière est abîmée, plus il est efficace de la restaurer en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est totalement contre-intuitif, c'est-à-dire que les gens qui protègent les tourbières ont tendance à protéger les tourbières qui ne sont pas trop abîmées. Pourquoi? Parce que du coup, on va protéger notamment la biodiversité, et puis on se dit, ben, on a une tourbière qui n'est pas très abîmée, ça vaut le coup de la protéger, comme ça on gardera un milieu naturel intéressant. Du point de vue du carbone, ce n'est pas du tout une bonne technique. La bonne technique du point de vue du carbone, c'est d'aller chercher à la limite des champs de betteraves, et s'il y a plusieurs mètres de tourbe qui a persisté dessous, eh bien, transformer la culture, peut-être passer en prairie, on a vu tout à l'heure les transformations, les passages d'une culture à l'autre, et là, le bilan peut être absolument exceptionnel, puisqu'on peut gagner des dizaines de tonnes par hectare. Ce qui est intéressant, évidemment, ce serait de trouver un dispositif financier, économique, qui permettrait, par exemple, de compenser les pertes des agriculteurs par des subventions je reviens à cette diapo, dans un schéma qui permettrait en fait à la fois de fixer du carbone et à la fois de financer, ça peut être des agriculteurs, ça peut être des particuliers. Alors je pensais que j'avais rajouté une diapo, mais je l'ai enlevé, simplement pour vous dire que financièrement, le fait de restaurer une tourbière afin de garder du carbone dans la tourbière, ça peut marcher pour les zones humides, mais pour des bilans qui sont évidemment beaucoup moins intéressants. Eh bien, on a vu tout à l'heure à plusieurs reprises des coûts à la tonne et des coûts de restauration. Et donc, est-ce qu'il est intéressant financièrement ou pas de restaurer ces tourbières? Et en fait, ce que nos études montrent pour l'instant, c'est que du point de vue financier, on parlait tout à l'heure de plusieurs centaines d'euros pour stocker du carbone avec des techniques physiques, hein, avec des techniques qui consomment du pétrole. Eh bien, on tombe probablement pour les tourbières à quelques euros ou à quelques dizaines d'euros la tonne, probablement entre 5 et 15 ou 20 euros la tonne en restaurant des tourbières. Donc, on considère aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, c'est probablement la restauration des tourbières qui est la plus efficace financièrement pour stocker du carbone et pour l'empêcher de repartir dans l'atmosphère. Par contre, il y a beaucoup de problèmes derrière, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de questions foncières, par exemple, auxquelles vous risquez d'être confrontés, c'est-à-dire qui est propriétaire de la tourbière et qui peut la restaurer, sur lesquelles il faut qu'on travaille encore pour pouvoir mettre en place un dispositif efficace de protection des tourbières, soit abîmées, soit pas très abîmées. Et merci de votre attention avec une tourbière qui n'est pas du tout une tourbière de Bourgogne-Franche-Comté, mais qui est une tourbière de Patagonie. Très bien, c'est une belle photo quand même. C'est une très très belle beaucoup. photo. Alors, une séquence questions-réponses. Donc, nous avons une première question. Alors, vous avez beaucoup parlé des tourbières, comme quoi avec seulement 3% de la surface, le stock de carbone était gigantesque. Est-ce qu'il y a d'autres milieux humides, autres que les tourbières, comme peut-être les mares, les marais, etc., qui sont également intéressants pour séquestrer du carbone? Et dans quelle mesure? Alors, comme on l'a montré dans les présentations précédentes, les zones humides, les terres humides en général, sont en général les terres qui fixent le plus de carbone par rapport au sol classique.
Et donc, on l'a vu dans les présentations, il est clair que toutes les zones humides sont bonnes à conserver, d'abord parce qu'elles conservent plus de carbone que les autres zones, et puis aussi parce qu'elles jouent un rôle très important en termes de services écosystémiques, sur la qualité des eaux, sur la biodiversité, sur toutes sortes de choses. On a vu tout à l'heure sur la stabilisation des sols, sur l'érosion. Donc, les zones humides sont très importantes, mais en termes de carbone, par hectare, on aura des gains qui seront très, très inférieurs à ce qu'on obtient dans une tourbière. Mais bien sûr, ça vaut le coup de préserver tous les milieux humides en général, y compris les mares et tous les milieux temporaires. Ils sont très intéressants pour plein de sujets. Très bien. Alors, autre question, est-ce que donc, les participants aimeraient en savoir un peu plus sur le rôle que peuvent jouer les territoires dans la préservation et la restauration des zones humides, notamment donc les tourbières? Alors, je pense qu'il y a un rôle important parce que, surtout dans les zones à tourbière, que sont évidemment le Haut-Doubs, le Haut-Jura, mais aussi le Morvan, les collectivités interviennent dans les milieux, souvent dans des milieux protégés. C'est plus compliqué lorsque les milieux sont multipropriétaires, et il y a des tourbières qui peuvent être possédées historiquement par 30 propriétaires en même temps. Donc forcément, la collectivité va avoir un problème foncier avant d'avoir un problème de restauration. Mais je pense que les collectivités ont un rôle important. J'ai travaillé avec des collectivités du Haut-Doubs sur l'intégration des tourbières dans les plans énergie-climat, dans leur bilan carbone. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui doivent être faites. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de mécanismes financiers qui permettent aux collectivités ou à des acteurs, quels qu'ils soient, d'avoir des aides pour le faire. Mais une collectivité qui voudrait investir elle-même dans de la restauration, c'est des choses, je pense, qui peuvent se faire et sur lesquelles il y a aujourd'hui des connaissances qui ont été acquises dans le cadre du Live Tourbière du Jura, des montagnes du Jura, où là, il y a vraiment des solutions techniques qui sont connues maintenant et qu'on sait mettre en œuvre. Par contre, ça a un coût, évidemment, et si ce coût n'est pas compensé, la collectivité, ça représente évidemment un coût qui peut être important, D'accord. un coût initial. Mais les zones humides, elles ont une valeur écologique, là, vous venez de très bien nous en parler. Elles ont une valeur économique aussi pour les territoires? Eh bien, elles ont une valeur économique parfois lorsqu'il y a par exemple des questions de tourisme. Il y a des valeurs économiques parce que ça stocke de l'eau en amont, mais la valeur est quand même marginale, on va dire, hein, c'est des sommes qui ne sont pas très élevées. Par contre, si on arrivait à mettre en place un système basé sur de la compensation carbone, donc sur des financements de protection de carbone, de fixation ou de non-émission de carbone, en fait, la restauration serait extrêmement intéressante financièrement. Y compris financièrement, ça vaudrait le coup de faire de la restauration. Et ce mécanisme aujourd'hui n'existe pas. Il est très difficile à mettre en place pour tous les écosystèmes et les agrosystèmes en général. Il y a vraiment aujourd'hui un besoin que le régulateur mette en place des dispositifs de financement qui ne soient pas uniquement pour l'agriculture, mais qui soient aussi pour les écosystèmes, notamment les écosystèmes qui fixent du carbone. Bien, bon, le message est lancé. Une autre question en lien, cette fois-ci, avec le changement climatique qu'on a déjà évoqué tout à l'heure avec l'impact sur la forêt. Là, on nous demande si on peut espérer une stabilité de la fonctionnalité des tourbières dans un contexte de changement climatique très rapide, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un risque que les tourbières s'assèchent? Alors, c'est effectivement une très bonne question et c'est une crainte très, très importante. J'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps, mais les tourbières se trouvent justement dans les zones qui se réchauffent le plus vite actuellement. Et vous avez sûrement entendu parler des incendies de tourbières qui sont catastrophiques pour les émissions de carbone. Et donc, il y a vraiment ce risque. Et pour la France, il y a aussi ce risque, d'où l'intérêt de remettre en eau les zones humides et les tourbières, car plus on les remet en eau rapidement, et plus on protégera contre le réchauffement climatique. Il est clair qu'il faudrait agir très très vite pour les tourbières françaises dans les 10 à 20 ans qui viennent pour les protéger, car elles sont menacées d'assèchement. C'est tout à fait vrai, c'est un énorme problème. Et s'il y avait assèchement, alors la quantité de carbone qui quitte les tourbières actuellement serait encore amplifiée, ce qui poserait des problèmes énormes. Très bien. Une question peut-être un petit peu complexe, mais peut-on créer une tourbière en théorie? Alors oui, il n'y a pas de souci pour créer une tourbière. Et il y a des tourbières dans le Haut-Jura qui sont des tourbières artificielles, dans le Morvan aussi. Donc, si les conditions sont réunies, notamment des conditions de qualité des eaux et de quantité d'éléments nutritifs, les tourbières peuvent se développer
toute seule. Alors, on pense notamment au lac des Rouges-Truites, qui visiblement est un barrage qui a été fait par l'homme et qui naturellement s'est comblé en tourbière. Cela dit, quand on crée une tourbière, on espère fixer quelques centaines de kilos par hectare et par an. Et donc, c'est quand même, comme on le disait tout à l'heure, la meilleure solution, c'est quand même surtout d'abord d'arrêter d'émettre du carbone par énergie fossile. Les écosystèmes sont là pour ce que David a montré au début, c'est-à-dire compenser à la fin les quelques émissions résiduaires qui resteront. Mais on ne résoudra pas la question du changement climatique simplement en plantant des tourbières. C'est vraiment le plus efficace économiquement et du point de vue du temps, c'est de protéger celles qui existent déjà. Et éventuellement de remettre en eau des tourbières qui ne fonctionnent plus pour qu'elles refonctionnent. Mais c'est possible. Techniquement, on peut tout à fait créer une tourbière artificielle. Très bien. Une dernière question. Constatez-vous qu'au niveau politique ou réglementaire, il est très difficile de sauvegarder les milieux humides? Alors, il y a deux personnes que je voudrais citer qui ont fait des efforts très importants en 2018 et 2019. C'est un sénateur qui s'appelle Jérôme Bignon, qui est sénateur d'Amiens, et puis Madame Frédérique Tufnel, qui était députée, qui est toujours députée, et qui se sont mis ensemble. Ils ne sont pas du même parti, donc il faut le souligner, pour faire un rapport qui s'appelle Terre d'eau, Terre, je ne sais plus quoi. Alors, vous cherchez sur Internet, ouais. C'est assez facile à trouver. Ils ont remis un rapport au Premier ministre dans lequel ils recommandent de restaurer l'intégralité des tourbières françaises extrêmement rapidement. Frédérique Tufnel est allé plus loin en déposant des amendements à l'Assemblée nationale pour modifier le statut foncier des tourbières pour faciliter la restauration. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas forcément un problème financier, c'est très souvent un problème de modèle économique et un problème foncier. Et donc, Frédérique Tufnel a déposé des amendements qui ont été retoqués superbement à l'Assemblée, car ça intéresse peu les députés. Mais il y a des gens, il y a des élus qui s'en soucient et qui essayent de faire avancer le dossier au niveau national. Et donc, j'ai plutôt de l'espoir là-dessus. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus attendu qu'avant sur ces questions. Très bien. Eh bien, on va terminer sur cette note d'espoir. Merci.